Donc bonjour à tous et bienvenue dans le dernier webinaire de l'école Grey Scott. Donc c'est une école qui aura lieu du 1er au 2 juillet 2024. On va parler d'architecture CPU, d'architecture GPU, de pression de calcul, de profilage mémoire, de C++, de Rust, de Fortran, de Python. On va faire du SQL, on va faire du NVC++, du CUDA, du UF, du NumPy, du NV Fortran, du OpenACC, du QMX, du JAX, du PyTorch, enfin beaucoup de choses, du Legate aussi, du DP, C++, du DPNP, tout ce genre de choses. Vous avez trois modalités d'inscription à Annecy. Donc, ça sera en présentiel avec les profs pendant 2 semaines. Donc là, on me souffle dans l'oreillette, il doit y avoir à peu près 3 places de libre. Alors, ça va pas durer. À chaque fois que j'annonce ça, 2 heures après, il n'y a plus de place. Mais voilà, si vous n'êtes pas inscrit et que vous voulez venir, bah, c'est le moment d'essayer. Donc, il y aura une journée de bootstrap à la fin de l'école. Donc on a déjà quelques pistes, on a déjà eu pas mal de réponses sur ce que vous vouliez travailler, donc c'est très bien. On aura des ingénieurs d'Intel et d'Eviden qui vont venir nous donner un coup de main pour ça. Vous pouvez aussi vous inscrire en distanciel sur différents sites satellites. Donc là, on a une douzaine de sites satellites qui ont déjà répondu présent. Donc, donc le petit dernier qui s'est rajouté, c'est à Nantes, c'est Subatech. Et autrement, on a des sites en Belgique, au Maroc et au Sénégal. Et on est en discussion avec le Luxembourg aussi. Donc on s'exporte au-delà de la France. Bon, on reste francophone, hein, c'est toujours une école francophone. Et après, si vous pouvez vraiment pas venir ou que vous voulez plutôt suivre à la carte des cours parce que l'école est assez longue, vous pouvez vous inscrire en distanciel pour suivre l'école sur YouTube. On va tout restreamer sur YouTube en direct. Et donc sur ce, je me donne la parole à moi-même et on va parler de la suite du retour de la GTC 2024. Donc on s'était arrêté là la semaine dernière. On avait fait un bout de chemin déjà. On était reparti sur tout ce qui s'était passé depuis 2020 jusqu'à 2023. Donc les A100, les H100, Ada Lovelace, Grace, Grace Hopper, Grace Superchip. Et on avait vu comment utiliser ces machines-là, qu'est-ce qu'on avait comme retour d'expérience sur des gros centres de calcul qui avaient fait des tests, des expériences un peu plus petites ou des choses comme ça. Et donc là, ben, on va continuer, on va aller encore un petit peu plus loin. Donc, c'est toujours la même présentation, il y a toujours 1080 présentations dans la GTC, j'ai toujours pas regardé tout, j'en ai regardé à peu près 90. Et donc là, aujourd'hui, donc je vous mets le lien vers le catalogue ici et vers les keynotes ici. Et l'idée là, c'est vraiment de présenter les nouveaux hardware qui sont arrivés cette année. C'est une année paire, donc on va quand même pas mal parler de hardware et toutes les évolutions qu'il y a eu derrière en termes de framework, donc en termes de calcul, de format de données, de machine learning et deep learning. Et on va finir un petit peu avec de la photolithographie parce que c'est aussi bien de voir comment ça évolue un petit peu parce que mine de rien, le rythme est assez soutenu en termes de sortie de hardware et vu leur complexité, c'est bien de voir un petit peu comment c'est possible d'arriver à un tel résultat. Donc on va commencer en grande pompe avec Blackwell, donc qui est sorti, qui a été annoncé en mars pendant la GTC. Donc Blackwell, c'est cette architecture-là, c'est la B100. Donc après, il y a plein de déclinaisons, mais c'est surtout la B100 qui a été annoncée. Donc Blackwell est nommé du scientifique David Harold Blackwell, qui est un statisticien et un mathématicien qui a énormément travaillé en théorie des jeux, théorie de la probabilité, théorie de l'information et statistique. Il a écrit plus de 90 ouvrages, publications et livres sur ces domaines-là. Donc c'est quand même un scientifique qui était très prolifique. Et c'est pour ça que cette architecture a le nom de David Harold Blackwell. Donc avant, on a eu Ada Lovelace, Grace Hopper, Ampère et tout, le Volta et tout ce qu'il y a avant. Bah là maintenant, c'est Blackwell. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette carte? Alors, c'est un chip qui est gravé en 4 nanomètres, donc c'est comme Hopper pour le coup. On a des compute cavities 10 et il y aurait à peu près 160 streaming processeurs, donc à peu près 10 240 cœurs. Et je dis il y aurait parce qu'à ce jour, il n'y a aucune fiche technique qui donne cette information. On a beaucoup d'informations, mais pas celle-là. Donc ça, c'est une spéculation de moi-même. Donc voilà, ça devrait être à peu près ça, mais on n'a pas l'info. On n'a juste pas l'info en fait. Donc voilà, le jour où on aura l'info, je vous donnerai la mise à jour. Mais là, pour le moment, c'est impossible d'avoir cette information-là. On a plein d'informations, mais celle-là, c'est la seule que j'ai pas pu confirmer.
Mais après, il y a plein de choses qui sont confirmables. Donc, 192 Go de mémoire, donc ça c'est bon. Quand c'est en gras, c'est que c'est bon, il n'y a pas de souci. 8 Teraoctets de bande passante, on verra après comment ça fonctionne. Du NVLink génération 5, donc là on peut mettre 576 GPU branchés entre eux. Pour mémoire, la semaine dernière, je vous avais parlé des NVLink génération 4, c'était 256. Donc on a quand même plus d'un facteur 2 par rapport à ce qu'on avait avant. On a encore plus de précision en termes de calcul. On va en parler après. Le Transformer Engine V2, donc comme je vous ai dit la semaine dernière, le V1 c'était pour Hopper, V2 bah, c'est la même idée, c'est juste qu'on va jongler avec plus de précision, vu qu'on a plus de précision dans Blackwell. Un engine pour faire de la décompression, donc à 800 gigaoctets par seconde, donc qui vole un petit peu le travail de ce que fait classiquement le DPU, donc le Data Processing Unit, c'est plutôt lui qui va faire la compression, la décompression, le chiffrement, déchiffrement. Bah là, en fait, la décompression peut être faite directement dans Blackwell. On a la partie Secure AI aussi, où on peut chiffrer et déchiffrer des modèles. Donc là, pareil, classiquement, c'était plutôt le DPU qui faisait ça. Et ben là, c'est arrivé dans Blackwell aussi. Donc il y a un mini DPU en fait à l'intérieur de Blackwell, clairement. Et ensuite, il y a le RAS Engine, donc le Reliability, Availability, Serviceability Engine. Donc j'en parlerai un petit peu aussi après parce que pour le coup, c'est important, vu l'échelle de ce qui se passe, d'avoir ça en tête. Alors en termes de précision, on s'était arrêté là la semaine dernière. Donc des floats de 64, float de 32, tenseur float de 32, float de 16, brain float de 16 et les floats de 8, donc le 5M2 et le 4M3 pour les H100 et les A100. Et dans Hopper, on va rajouter quelques précisions supplémentaires. On n'a pas d'infini aussi dans les floats de 8, dans les E4M3, parce que ça rentre pas en fait en termes d'expression sur la mantis. Il y a pas les infinis. Et, mais bon, c'est bien de le savoir quand même quand on programme que c'est pas des floats classiques. Mais là, il y a des NaN pour le coup. Et après, il y a les autres précisions. Donc en float 6, alors les float 6, parce que pareil, il y a plusieurs float 6. Il y a le E3M2, donc avec 3 bits d'exposant et 2 bits de mantis. Le E2M3, avec 2 bits d'exposant et 3 bits de mantis. Et enfin, il y a le float 4, donc le E2M1, donc qui a, comme son nom l'indique, 2 bits d'exposant et 1 bit de mantis. Et en fait, ces nouvelles précisions n'ont pas de nan et n'ont pas d'infini. Donc c'est un petit peu comme quand vous jouez avec des entiers, quoi. Vous n'avez pas d'overflow. Vous restez dans une boucle. Donc pareil, il faut faire attention quand on fait des calculs avec ça. C'est pas forcément. Faut faire attention par rapport à ce qu'on veut avoir. Mais voilà, ce sont des précisions qui existent en plus. Mais normalement, le Transformer Engine V2 est censé faire attention et les utiliser que quand il a le droit. C'est justement pour ça qu'il existe. Donc ça, tout ça, c'est géré par la Bessan. Toutes ces précisions-là sont gérées par la Bessan. Donc ce qui fait quand même encore plus de précision par rapport à ce qu'on avait avant. Après, on peut augmenter encore un petit peu l'échelle en disant, bon, on va faire un Grace Blackwell Superchip. Donc là, en fait, c'est un peu différent de ce qu'on avait avec Grasshopper. Là, c'est vraiment deux Blackwell avec un Grace. Donc c'est vraiment une carte qui ressemble à ça. Donc c'est assez gros quand même. Et donc ça, on a plein de performances qui arrivent donc avec les GPU. Donc 90 teraflops en float 64, 5 pétaflops en TensorFloat 32, 10 pétaflops en float 16 et en OneFloat 16, 20 pétaflops en float 8 et en float 6, 20 pétaops en int 8 et 40 pétaflops en float 4 avec les Tensor Core, 184 Go de mémoire, 16 teraoctets par seconde de bande passante. Alors en fait, ça c'est toujours un peu une truande. En fait, c'est juste les deux Blackwell qui sont à 8 et du coup on additionne et ça fait 16. Et après, on a la partie CPU où on a 480 Go de mémoire en LPDDR5X et une bande passante à 512 Go par seconde et des NVLink à 3,6 Tera par seconde. Et Grace, donc, qui, je le rappelle, donc, calcule à 7 teraflops, ce qui n'est pas ridicule pour préparer des données pour un GPU, hein. Même si les GPU, là, ils ont des puissances de calcul qui sont assez délirantes, Grace peut quand même faire des choses assez efficaces. Ensuite, en termes de Grace Blackwell, comment ça fonctionne? Alors, on va commencer un petit peu plus bas niveau que d'habitude. On va commencer avec un die, qui est une unité toute simple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le die, il n'est pas tout seul. Il y a deux die qui sont reliés avec une bande passante à 10 teraoctets par seconde. Donc c'est pour ça, si vous voyez des 10 teraoctets par seconde qui passent, en fait, c'est ça. Et en fait, ça, c'est dans un seul Blackwell. Et après, on a la mémoire de Blackwell avec sa bande passante à 8 teraoctets par seconde. Et une fois qu'on a ça, on a deux Blackwell. Jusque-là, tout va bien. Avec le réseau qui scale donc à 576 devices
avec le NVLink Network. Et là, on est à 1,8 Teraoctets par seconde. Donc, c'est pareil, on a surboosté par rapport à la semaine dernière. On a encore gagné. On était à 900 gigas par seconde la semaine dernière, hein. Donc là, on est à 1,8 Tera, donc encore un facteur 2. Et de l'autre côté, on a Grace avec sa mémoire, donc 512 gigas par seconde en bande passante, donc 480 gigas de mémoire. Le réseau pour les Grace pour qu'ils communiquent entre eux de manière efficace aussi. Et au milieu, on a un NVLink donc cœur à cœur à 3,6 Tera par seconde. Donc pareil, on gagne encore par rapport à la semaine dernière. Et une chose qui est très puissante là-dedans, et c'est pour ça que je suis allé aussi bas niveau pour démarrer, c'est qu'on a de la mémoire qui est cohérente. Donc toute la sorcellerie que je vous ai montrée la semaine dernière avec Grasshopper, là, ça s'applique jusqu'au niveau du die. Donc en fait, un die ne voit pas si il est sur un Blackwell ou sur un autre, et il peut échanger de la mémoire avec Grace, avec Blackwell, avec un autre Blackwell. Enfin, c'est vraiment le même principe que Grasshopper, mais décuplé. Et en fait, tout ça, ça se comporte comme un seul hardware. C'est ça aussi le truc qui est assez puissant. Je ne vais pas rentrer dans le détail comme la semaine dernière, mais c'est vraiment le même principe, le même principe avec la table des pages qui commune. C'est complètement la même idée. Et donc c'est pour ça aussi que c'est aussi puissant. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont triché, qu'ils ont fait deux die. Au lieu de faire un seul die qui est puissant, ils en ont fait deux et ils les ont reliés à chaque fois dans chaque Blackwell. C'est parce qu'ils peuvent, ils peuvent se permettre ça pour avoir de la performance quand même. Ensuite, on a des NVLink Switch donc, qui ont été aussi un petit peu surboostés. Donc là, maintenant, on est à 50 milliards de transistors dans un NV Switch. Donc pour comparaison, Blackwell, c'est 208 milliards de transistors. Donc ça commence à être assez dense, hein. C'est du calcul à haute densité, ça porte bien son nom. Donc en termes de ports, donc on a 72 ports à 200 gigabits par seconde, des NVLink à 1,8 Tera par seconde et 7,2 Teraoctets par seconde de bande passante. Donc là aussi, c'est assez efficace. Et il y a, donc comme je vous avais présenté la semaine dernière, le calcul à l'intérieur du réseau. Donc le switch est capable de faire des calculs, de faire des réductions, de dupliquer des messages, d'aider au maximum les GPU pour qu'ils ne fassent pas les calculs relativement simples. Et donc, il a 3,6 teraflops de calcul en float 8. Donc, il sait aussi gérer les float 8 si besoin. Après, il peut faire d'autres choses, mais il sait aussi gérer les float 8. Alors, une fois qu'on prend tout ça et qu'on empile tout, on a un rack Blackwell, donc qui a cette tête-là. Et ça, donc c'est 36 Grace, donc CPU et 72 GPU Blackwell. Donc, ça commence à être gros. En précision mixte, donc en AI performance comme ils disent, mais là pour le coup ils ont vraiment présenté ça comme précision mixte, on est à 720 pétaflops en entraînement et 1440 pétaflops en inférence, donc avec les floats 4 et les floats 6, sachant que les floats 6 ont les mêmes perfs que les floats 8. Et le truc qui est important, donc, c'est la sparsity, comme je vous ai dit, c'est les matrices creuses. Les tensor cores sont très très forts pour avoir des bonnes performances avec des matrices creuses, et on peut avoir jusqu'à un facteur 2 de performance en plus quand on a des matrices creuses, donc c'est typiquement de là que vient le facteur 2 qui est ici, ce qui est quand même déjà assez fort. Et ensuite, c'est entièrement en water cooling. Donc ça, c'est pas forcément trivial. Enfin, c'était pas le cas des autres architectures. On pouvait les adapter. Les Hopper et les Ampères peuvent avoir des versions water cooling, mais là, pour le coup, c'est que du water cooling. Donc l'eau rentre à 25 degrés Celsius et sort à 45, et on a un débit de 2 litres par seconde. Et en ayant discuté avec des professionnels qui font du montage de water cooling, ils m'ont dit que c'était pas standard en fait d'avoir de l'eau qui rentre à 25 degrés, c'est plutôt vers 30 degrés qu'elle rentre. Donc pareil, c'est des choses à faire attention pour, pour faire des tests. Potentiellement, de l'eau un peu plus chaude, ça peut poser problème. Mais ça, ils n'ont pas communiqué beaucoup là-dessus, donc j'ai pas plus d'infos. Ça pèse 1,5 tonne, donc il y a 600 000 pièces à peu près et 5 000 câbles NVLink pour une longueur totale d'à peu près 3,2 km. Donc c'est quand même déjà beaucoup. Et une chose qu'on peut noter quand même, c'est que c'est le premier rack hexaflopique. Donc comme je vous ai dit, il y a un peu plus d'un an et demi, on passe l'hexaflop péniblement. Il y a deux machines qui passent l'hexaflop, mais c'est des centres de calcul complets. Après, on a un pod qui arrive à passer l'hexaflop avec de la truande, de la précision mixte et des choses comme ça. Et là, on a un rack qui atteint aussi à peu près l'hexaflop avec de la truande et de la pression mixte, mais quand même, c'est quand même bien de le noter. Il y a à peine un an et demi, à peine plus d'un an et demi, on passait l'hexaflop, quoi. Donc, il y a quand même eu une énorme évolution depuis. Mais on va pas s'arrêter là. Il y a la plateforme Blackwell qui va contenir, parce qu'elle n'est pas encore montée, qui va contenir 32 000 Blackwell, donc qui va ressembler à quelque chose comme ça. Et donc ce truc-là va calculer à 645 hexaflops. Donc ça
Donc avec de la pression mixte, hein, pas comme d'habitude, beaucoup de truandes, mais quand même. 13 pétaoctets de mémoire, 50 pétaoctets par seconde de bande passante agrégée, donc ils font la somme, hein, tout simplement de tous les NVLink qui sont dans la machine, et 16,4 pétaflops de calcul in-network, donc dans les switches. Et ce qui est assez rigolo là-dedans, c'est quand on voit l'échelle de ce centre de calcul, en fait, 16,4 pétaflops, c'est quasiment la performance de Titan que je vous avais présenté la semaine dernière, donc qui calculait à 20 pétaflops, mais qui consommait 7 mégawatts. Là, on est à 645 hexaflops et ça va consommer à peu près 32 mégawatts. Donc, ce qui est quand même énorme en termes de consommation, mais par rapport à la puissance de calcul que ça atteint, en fait, c'est peu finalement. Donc voilà pour la partie Blackwell. On va parler un petit peu de photolithographie parce que là, justement, ça commence à être beaucoup. Donc, classiquement, donc, comme je vous ai dit, bah, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans que je vous avais présenté ça. On fait de la reverse lithographie d'abord, c'est-à-dire que on va d'abord déterminer le masque qu'on veut utiliser pour faire après l'impression des chips. Donc, une fois qu'on a calculé notre masque, donc avec la résolution des équations de Maxwell, enfin, c'est des maths un petit peu compliquées, on peut imprimer notre chip, donc CPU, GPU. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fait, c'est que on utilise un hardware de test pour tester le chip, vérifier que toutes les portes logiques sont bonnes, que tous les calculs sont justes, que toute la précision va bien, que tout est cohérent. Et une fois qu'on a fait ça, on l'a testé et on peut le vendre et il y a pas de problème. Sauf que là, cette année, on a un problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, là, on a Titan à 7 mégawatts qui calcule à 20 pétaflops et on a Blackwell à 1 kilowatt qui calcule à peu près à 20 pétaflops. C'est pas tout à fait vrai, mais on est quand même pas très très loin, même s'il y a un peu de truand en termes de précision mixte. Mais du coup, ça veut dire qu'on a des centres de calcul qui deviennent des chips. Et ça, c'est problématique parce qu'en fait, en termes de complexité, on a une complexité qui est énorme, 200 milliards de transistors, comme je vous ai dit. Et ça pose problème parce qu'en fait, une fois qu'on a testé le chip, en fait, on n'a aucune garantie qu'il va continuer à fonctionner normalement. C'est tellement complexe que, ben, en fait, on ne sait pas. C'est comme dans un centre de calcul, quand vous avez un disque qui pète, vous le changez, mais c'est vu la quantité de disques que vous avez, c'est normal. Statistiquement, c'est normal. Ben là, c'est un peu pareil. Et du coup, pour résoudre ce problème-là, ce qu'ils ont fait cette année, c'est de dire, en fait, on va mélanger le hardware de test avec le chip, et d'où le RAS Engine, en fait, c'est ça l'idée du truc. Et en fait, avec ça, ça permet, alors ça fait un chip qui est plus gros, mais ça permet d'avoir du monitoring automatique pour tester régulièrement si le chip se comporte bien, si toutes les portes logiques se comportent bien, si toutes les mémoires se comportent bien correctement, que tous les bits de mémoire sont logiques et fonctionnent bien correctement. Et ça, pour le coup, vu l'échelle de calcul de Blackwell, c'est pour ça ils ont choisi cette méthode-là. Donc maintenant, il y a la partie test qui est intégrée au chip. Donc on peut faire des tests directement alors pas forcément en temps réel, mais régulièrement, en tout cas, facilement, on peut savoir l'état de santé du chip, voir comment il s'en sort. Donc, si je résume avec la roadmap donc, qui a été présentée en 2020 par NVIDIA, donc on a toujours les Ampères en 2020, on a les Hopper qui sont arrivés en 2022, on a Grace en 2023, Grace Hopper aussi qui est sorti à ce moment-là, Bluefield 3 en 2022 et Blackwell qui arrive maintenant en 2024. Donc pour l'instant, ils respectent leur roadmap, hein, pour le coup, tout va bien. Mais c'est vrai que l'échelle des calculs là est quand même énorme. Et la semaine dernière, on avait parlé un petit peu de Tensor Core. Je ne vous avais pas dit comment s'en servir, mais on va revenir un petit peu là-dessus. Donc pourquoi utiliser Tensor Core? Justement, c'est pas ce qui permet de calculer très très vite. Donc là, vous voyez, par rapport au coût d'accord, là on est à 60 teraflops sur les H100 et SXM5. Au passage, vous voyez que les SXM5, enfin les SXM et les PCIe n'ont pas les mêmes performances, hein, ça c'est normal. Mais vous voyez que par rapport à une précision, alors qui n'est pas tout à fait la même, mais qui est à peu près comparable, là on arrive à 500 teraflops ici en TensorFloat 32. Donc on n'a pas tout à fait un facteur 10, mais presque. Et si on commence à utiliser des précisions plus faibles, là on peut encore augmenter en termes de calcul. Et donc, typiquement, ce qu'on peut se dire, c'est, alors, les coûts d'accord, c'est bien, parce que c'est flexible, et on peut faire plein d'optimisations, mais après, les tenseur core, bah, ça calcule plus vite, c'est vraiment taillé pour ça. On a plus de choix en termes de précision, donc on peut faire plus de choses, on consomme moins aussi quand on les utilise très efficacement. Après, le petit problème, c'est que bah, il faut réussir à exprimer tout ce qu'on fait avec des produits de matrice.
en termes de calcul. Donc, c'est pas forcément trivial, c'est pas forcément facile à faire, mais une fois qu'on a sauté le pas et qu'on a réussi à le faire, c'est très, très efficace. Et surtout, c'est encore plus efficace quand on doit gérer des données qui sont creuses, donc des matrices creuses typiquement, où il y a suffisamment de zéros pour gagner du temps. Bah là, pour le coup, c'est très efficace. Donc là, évidemment, il n'y a pas Blackwell. On va rajouter Blackwell histoire de voir à quoi ça ressemble. Donc là, si je rajoute les performances de Blackwell, donc voilà ce qu'on obtient. Alors le premier truc qu'on remarque avec la légende, c'est qu'en fait, il n'y a pas de Blackwell SXM ou PCIe. Il y a une Blackwell à 700 watts et une Blackwell à 1 kW. Donc il y a pas de distinction pour le moment en termes de connexion. Parce qu'il n'y a pas la fiche technique Blackwell toute seule qui est sortie, hein. Il y a plein d'autres fiches techniques, mais pas celle-là. Donc, pour le coup, je ne peux pas vous renseigner plus là-dessus. Mais là-dessus, quand même, ce qu'on peut remarquer, c'est que là où on arrive à 80 teraflops, ici en flotte 32, là, tout de suite, on passe le pétaflop en tension flotte 32 sur les Blackwell. On frôle les 10 pétaflops ici en flotte 8 et en flotte 6, et on les passe en flotte 4. Et là, bon, je ne rends pas très, très bien justice à la performance de Blackwell. Si je mets ça en échelle linéaire, ça va être plus parlant. Bah, vous voyez que les flots de 64, on les voit quasiment plus, hein, tellement que c'est absurde la performance qu'il y a ici. Donc, quand on dit que c'est à 20 pétaflops, en fait, c'est pas 20, c'est 18. Et bon, on rajoute, on arrondit au-dessus, parce que soyons sympas. Mais voilà, l'échelle est assez délirante. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais vous présenter ça. Et c'est plus parlant que d'avoir des chiffres. Et on voit aussi au passage que entre Blackwell 700 watts et Blackwell 1 kW, il y a quand même des gaps qui sont assez énormes et qui sont l'écart se creuse par rapport à ce qu'on pouvait avoir entre la H100 PCIe et la H100 SXM5. Donc là aussi, faut faire attention. Les tenseurs core commencent à envoyer vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et du coup, on va se demander aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'en sert? Parce que la semaine dernière, je vous ai dit qu'est-ce que ça impacte en termes de calcul, en termes de workflow entre CPU, GPU, qu'est-ce qu'on fait pour optimiser tout ça. Mais là, du coup, comment on s'en sert? Alors classiquement, on peut utiliser plein de bibliothèques qui s'en servent déjà, qui permettent de s'en servir, comme QBLAS, QLAPACK, QPBLAS, QSCALAPACK, QTensor, QSPARSE, QRAND, QFFT et QTLAS. Donc ça, c'est plutôt en C++ qu'on fait ce genre de choses. Et après, en Python, on a QNumeric et Legate, qui permettent aussi de les utiliser de manière efficace. Alors, il y a d'autres bibliothèques, hein, typiquement des bibliothèques qui sont basées sur celle-là. Et c'est pour ça que aussi, on a des bibliothèques qui sont aussi rapides. Après, c'est bien, mais pour la pression du calcul, on peut quand même se demander, parce qu'effectivement, d'accord, mais si je détruis ma précision pour aller plus vite, c'est pas forcément bien. Et en fait, il y a énormément d'équipes qui travaillent là-dessus. Et donc là, je vais vous montrer quelques, enfin, deux choses. Il y a une équipe qui a fait de la décomposition LU. Donc l'idée, c'est que vous avez une matrice dense que vous décomposez en une matrice triangulaire inférieure à une matrice orthogonale. Et ils ont fait de la décomposition LU en flotte 16 pour voir ce que ça donnait. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est avoir la même précision à la fin qu'avec des doubles, donc des flottes 64, mais par contre, ils sont 6 fois plus rapides. Alors, ils ne sont pas autant de fois plus rapides qu'on pourrait espérer entre le calcul du float 16 et le calcul du float 64, parce qu'il y a plus d'itérations à faire. Normal, hein, on a une pression plus faible, donc il faut itérer plus pour atteindre la précision qu'on demande. Mais par contre, c'est quand même 6 fois plus rapide. Donc c'est quand même assez intéressant à faire et on a les mêmes résultats. Donc c'est pareil, il y a beaucoup d'équipes qui font des tests là-dessus parce que c'est un peu de travail, ça demande de comprendre vraiment ce qu'on fait et de pas se dire, de pas faire l'autruche en se disant c'est bon, je calcule en double et ça marche. Mais par contre derrière, effectivement, le gain est là et en termes de consommation, c'est indispensable pour passer à l'échelle et c'est une chose que je vous ai déjà présentée la semaine dernière. Il y a des études qui sont en cours sur Alps, donc qui font la prédiction météo que je vous ai présentée la semaine dernière. Et eux, ils sont vraiment à fond là-dedans pour justement gagner encore un facteur 10, encore un ordre de grandeur sur leur simulation. Et pour résumer un petit peu la situation, le hardware, si vous prenez des V100, par exemple, on peut mixer du float 32 et du float 16 automatiquement. Donc, typiquement, faire des multiplications en float 16 et des additions en float 32, ça marche très bien. Et avec les H100 et les B100, comme on a le Transformer Engine, là, il peut mixer toutes les précisions qu'il peut avoir. Donc, les H100, c'est des floats 64 au float 8 et les B100, c'est des floats 64 au float 4. Et on peut demander la précision qu'on veut avoir à la fin en termes de hardware, en termes de nombre de bits de précision qu'on veut, et ça fonctionne. Alors, allons voir un petit peu du côté de QTLAS pour commencer. Donc, QTLAS, c'est une bibliothèque qui permet de faire des multiplications de matrices
Donc quand oui, j'aime, en fait, c'est General Matrix Multiply, hein, c'est un terme barbare pour dire multiplication de matrice. On fait des convolutions et des réductions. Et ensuite, il est aussi capable de gérer donc de la précision entre les flots 64 et les flots de 8. Donc ça veut dire que sur Hopper, on peut déjà faire des choses. Alors Blackwell, c'est pas encore complètement supporté, ça vient de sortir. Mais par contre, Hopper, on peut déjà faire des choses. Et ensuite, on peut mixer aussi les précisions quand on fait des calculs sur des multiplications de matrices. On peut fusionner des multiplications de matrices. Donc ça, c'est très intéressant, par exemple, si vous faites du deep learning et que vous avez des experts, des réseaux d'experts dans votre architecture, vous pouvez faire les calculs sur les experts en même temps et ça permet de gagner du temps et de lancer un seul kernel de calcul qui fait qui donne tous les résultats par rapport aux experts plutôt que d'avoir un kernel à chaque fois. On va voir aussi d'autres optimisations tout au long de la présentation par rapport à ça. Et on peut aussi avoir un équilibrage de calcul qui est automatique et qui est composable, hein. Le QClass sait faire les deux. Il faut lui donner des petits indices quand même, mais il arrive à s'en sortir. Il utilise les TMA de Hopper, donc comme je vous ai dit, le Thread Memory Acceleration. Je vous avais présenté ça la semaine dernière. Donc ça marche en C++ et en Python. Vous pouvez faire un petit peu install NVIDIA QClass pour jouer un petit peu avec. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut s'en servir de back-end de PyTorch. Donc si vous avez un PyTorch qui est pas aux performances que vous voudriez avoir, bah, essayez d'utiliser QClass comme back-end de calcul de PyTorch. Il y a moyen que ça vous permette de passer à l'échelle aussi un petit peu avec ça. Sachant qu'il fait. Donc les convolutions, c'est depuis cette année, hein. Pour le coup, c'est vraiment la version de maintenant que je vous présente. Mais là, on peut se poser une autre question, c'est que je vous ai parlé de changements d'échelle assez folles. Et on peut se demander comment on fait pour profiler tout ça, parce qu'il y a un moment, si tout explose en termes de temps de performance de calcul, qu'est-ce que je fais? Alors, Nsight s'est mis à jour aussi cette année. Il y a des grosses mises à jour de Nsight, et c'est pour ça que je vais vous en parler. La première chose, c'est qu'il peut faire du multi-GPU sans problème. Donc, vous avez les traces de calcul de tous les GPU que vous utilisez, que votre programme utilise. Donc là, tout va bien. Il sait faire du multi-CPU aussi maintenant. Donc, pareil, vous avez toutes les traces de ce qui se passe sur tous les CPU que vous voulez profiler. Il a aussi des métriques supplémentaires qu'il n'avait pas avant pour les CPU principalement. Donc, ça permet aussi de mieux gérer, mieux voir ce qui peut se passer. Ça ne vous donne pas toutes les informations, mais quand même, il y en a beaucoup plus qu'avant. Et une chose qui est puissante, c'est NVTX, donc c'est les annotations de code. Donc, ça marche en C++ et en Python. L'idée, c'est de dire, bah, moi, je fais un programme en C++ ou un programme en Python et je vais l'annoter pour donner des informations à Insight, pour savoir où est-ce que je suis dans mon programme. Et en fait, en faisant ça, on peut avoir une trace comme ça, donc avec des CPU, des GPU, donc une trace qui peut être quand même assez complexe. Et on a une partie NVTX qui est ici. Et cette partie-là, en fait, elle est directement reliée au programme. Donc, si j'utilise dans une fonction congrad64, par exemple, ici, je rajoute la fonction. Donc, elle arrive ici dans la trace de NVTX. Et ensuite, si on fait une boucle, on peut dire, bah, en fait, je suis à telle itération de ma boucle. Et, euh, et voilà ce que je suis en train de faire comme calcul. Donc, ça permet aussi d'avoir plus d'informations, de donner des informations un petit peu personnalisées à Insight quand on calcule, parce qu'effectivement, si vous avez déjà joué avec Thrust ou des bibliothèques comme ça, vous avez un kernel qui va être généré avec un nom abominable et savoir que c'est relié à ce que vous avez fait, c'est compliqué. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que cette année, ça fonctionne avec le code généré. Donc, si vous faites du QClass qui va vous générer avec des templates du C++ ou du Python, et ben vous pouvez remonter et avoir l'information et dire, ah mais en fait, ce kernel improbable que je ne sais pas trop d'où il sort, en fait, il a été généré par telle partie de mon code à moi, que je connais. Et ça permet justement de faire des choses, d'avancer à plus grande échelle, et ça fonctionne très très bien. Et il arrive aussi à profiler à plus grande échelle euh, un petit peu. On peut scaler sur plusieurs nœuds aussi avec Nsight, mais on va s'arrêter là pour la partie Nsight. Parlons de CUDA-Graph. Donc CUDA-Graph, on va redescendre un petit peu plus bas niveau en parlant un petit peu de CUDA et de voir comment est-ce qu'on fait du CUDA. Donc classiquement, quand on fait du CUDA, on va lancer des kernels les uns après les autres. Et généralement, ce qu'on a comme workflow avec ça, c'est quelque chose comme ça. C'est qu'on est sur le CPU, on lance le kernel, on fait le calcul sur le GPU, on redescend sur le CPU et on recommence. Alors ça, c'est bien, mais le problème, c'est que si le kernel est tout petit, ce qu'on essaie de faire le plus possible, hein, parce qu'on veut exprimer le plus de parallélisme possible, bah, ça pose problème, parce qu'on va passer plus de temps à lancer le kernel qu'à l'exécuter. Ça, c'est embêtant.
Et du coup, ce qu'on fait, donc typiquement pour régler ce genre de problème, c'est qu'on peut faire de la fusion de kernels, ce que fait Qclass par exemple, mais on peut changer un petit peu de manière de faire. On peut utiliser des graphes en CUDA. On en a parlé un petit peu pendant le webinaire de Joël la dernière fois. Et on peut avoir une exécution qui va être plutôt comme ça. On va créer le graphe, on va le lancer et on va exécuter tous les kernels à la suite. Et une fois qu'ils sont exécutés, on redescend sur le CPU, on a fini d'exécuter notre graphe. Donc ça, c'est très puissant parce que si on a des petits kernels, bah, ça fonctionne quand même. On va avoir un seul lancement de graphe et tous les kernels vont s'exécuter à la suite. Donc ça gagne énormément de temps. Et comme ça, on n'a plus peur de faire des kernels qui sont trop petits. On peut vraiment exprimer le plus de parallélisme possible en ayant les kernels les plus petits possibles. Et après, le graphe se débrouille. Et en plus, comme on a un graphe, on peut avoir un vrai graphe en disant bah, peut-être que E dépend pas de B, peut-être que D dépend pas de C. Et du coup, avoir exprimé plus de parallélisme et avoir une exécution comme ça, où on a vraiment des tâches en parallèle. Donc peut-être que les kernels sont tout petits et qu'ils n'arrivent pas à utiliser le GPU en entier, mais si on les met, si on en lance plusieurs en même temps, différents, alors on va utiliser le GPU efficacement. Et donc là, pour le coup, on exprime plus de parallélisme et ça permet d'être beaucoup plus efficace en termes de calcul. Alors il y a quand même un petit problème avec cette approche-là, c'est que quand on a des algos itératifs, c'est un peu embêtant parce que ce qu'on fait, c'est que on va exécuter notre graphe. Et après, ben, on va retomber sur le CPU. En fait, le CPU va lancer le graphe. On- une fois que le graphe est lancé, on redescend sur le CPU. Est-ce que j'ai convergé? Non. Ah, bon, bah, je recommence, je relance le graphe et ainsi de suite. Et c'est un peu bête parce que du coup, on passe notre temps à faire un ping-pong encore entre le CPU et le GPU. Et c'est justement ce qu'on essaie d'éviter au maximum. On veut utiliser le GPU d'une traite et avoir le moins de transferts possible, le moins de connexions possible entre le CPU et le GPU pour pour avoir les meilleures performances possibles. Sauf que maintenant, on a les boucles à l'intérieur des CUDA. Ce qui fait qu'on peut avoir exactement ce type d'exécution-là où je lance un graphe, il va se lancer le temps qu'il faut et les exécutions qu'il faut, le nombre d'itérations qu'il faut jusqu'à ce qu'il converge ou qu'il arrive au résultat qu'on demande par rapport à la boucle qu'on a. Et une fois qu'il a fini, il rend la main, on descend sur le CPU et on a le résultat. Il faut quand même attention, faut faire attention qu'il n'y ait pas de boucle infinie ou de choses comme ça, mais quand même, c'est assez puissant. Et on peut aller encore plus loin en disant bah, ma brique comme ça qui fait des calculs. Mais peut-être que là-dedans, en fait, je peux avoir un sous-graphe, donc un nœud de mon graphe principal qui est en fait un autre graphe avec des conditions potentiellement, et ainsi de suite, hein. Je peux encore rajouter un autre graphe dans un autre nœud, et on peut aller encore plus loin en disant, bah, je peux réutiliser des nœuds, des kernels, pour différentes utilisations. Je ne sais pas, je suis obligé de les redéfinir ou de les réimplémenter différemment parce qu'ils ne sont pas tout à fait appelés pareil. On peut vraiment les réutiliser de manière efficace. Et on peut aller encore plus loin en disant, bah, si j'utilise QFFT ou Nickel ou NVSHMEM ou toutes les bibliothèques qui sont dans l'écosystème CUDA, si j'appelle QFFT par exemple dans un graphe, bah, QGraph, enfin CUDA va voir que j'ai un appel à QFFT et va le mettre dans un nœud de mon graphe CUDA. Et donc comme ça permet aussi d'interopérer facilement des bibliothèques et d'avoir plus de parallélisme. Si vous avez par exemple des petites transformées de Fourier à faire sur des petites matrices ou des choses comme ça, bah, vous pouvez les rajouter et faire d'autres calculs en même temps en parallèle. C'est tout à fait possible avec les CUDA graphes. Et ça, en fait, vous pouvez déjà jouer avec. C'est dans CUDA 12.4 et c'est sorti en mars. Donc pour le coup, ça fonctionne déjà. Si vous mettez à jour, vous pouvez déjà jouer avec ce genre de choses. Donc ensuite, on va parler un petit peu de DPU et d'échange, parce que c'est bien calculé très vite, mais après, il y a toujours un moment où on doit échanger des données et il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc là, on va parler de DPU, donc de Data Processing Unit, et de MVAPICH 2. Je vous avais déjà présenté un petit peu MVAPICH. C'est une bibliothèque qui, justement, permet de faire de la communication entre GPU de manière efficace. Donc un problème qu'on a, c'est qu'on a des opérations collectives sur des calculs qui peuvent être bloquantes. Typiquement, on a des process qui font des calculs, et à un moment, on va dire on arrête tout et on communique. On fait des all-to-all, ce qu'on appelle généralement. Et après, une fois qu'on a fini de faire les all-to-all, on recommence à faire du calcul. Et ça, en fait, c'est très embêtant parce que il y a pas, on ne peut pas faire de calcul pendant qu'on fait de la communication parce qu'en fait, on arrête le monde entier et on se dit, OK, maintenant, tout le monde échange avec tout le monde des informations. Et en fait, ça veut dire que pendant ce temps-là, on utilise zéro ressource de calcul, ce qui est embêtant. Et on n'a que des IO, en fait.
Et ça c'est un peu dramatique pour avoir des performances, surtout quand je vous ai montré, là, on a des hardware qui ont des performances qui sont assez absurdes maintenant, donc il faut vraiment faire attention à comment les utiliser efficacement. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé ces opérations en opérations qui sont non bloquantes, en disant, on a toujours des process qui font des calculs, et en fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un autre petit process à côté qui va gérer la partie I/O. C'est ce qu'on fait généralement quand on fait du calcul sur CPU, hein. Quand on fait des multithreads, c'est un peu ce qu'on fait, mais là, ils le font à plus grande échelle et sur GPU. Et l'idée, c'est de dire, quand mes process veulent faire des I/O, ils disent au process à coder, bah voilà, je veux faire des I/O, débrouille-toi, fais ce que tu as envie, et pendant ce temps-là, bah, ils continuent à faire des calculs de leur côté. Une fois qu'ils ont fini un calcul, par exemple, ils peuvent dire, bon, est-ce que c'est fini? Non? Bon, bah ok, bah, je continue à faire des calculs, c'est pas grave. Et comme ça, on peut avoir une superposition des calculs et des transferts en calcul. Et à la fin, on peut dire, est-ce que c'est fini? Oui, ah, ok, bon, bah c'est bon. Bah, maintenant, je fais le calcul à la suite où j'attendais ce résultat. Mais je pouvais préparer d'autres choses en attendant. Donc voilà typiquement ce que fait MVAPICH 2 maintenant. Donc ça, c'est la release de cette année, de maintenant, en fait, de mars. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on fait du calcul en même temps qu'on fait de la communication. Donc on n'a pas arrêté d'un coup nos calculs comme avant et on a de meilleures performances. Alors on n'a pas non plus un facteur 500, il ne faut pas exagérer, mais quand même, on a de meilleures performances et c'est important. Une autre optimisation qu'ils ont réussi à faire dans MVAPICH, c'est par rapport au transfert, donc au DPU justement. Donc là, l'exemple avec Bluefield 1 et 2, donc c'est le stage transfert. L'idée, c'est que classiquement, quand on veut faire des transferts avec des DPU, ce qu'on fait, c'est que la mémoire de l'hôte d'une 1, on va la lire, on va mettre les données qu'on veut dans la mémoire du TPU, et après le DPU va faire un write dans la mémoire de l'hôte du deuxième nœud. Donc il y a deux étapes, et on passe par la mémoire du DPU, et il ne faut pas se rater en termes de volume, parce qu'on a potentiellement que 16 gigas de mémoire dans le DPU, hein, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais avec Bluefield 3, donc il y a le Guest Virtual Machine ID, donc le GVMI transfert qui existe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette méthode, en un seul coup, on peut directement transférer des données du nœud 1 au nœud 2. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait dans MVAPICH 2. Ils ont pris les opérations collectives qu'on peut avoir classiquement à MPI, donc les all-to-all, les broadcasts, les scènes, les receives, enfin toutes ces choses-là. Et ils ont fait l'implémentation avec le DPU et avec leur calcul qui se fait en même temps que la communication pour justement avoir une superposition entre le calcul et la communication. Alors, ils gagnent à peu près 20% en termes de calcul sur des communications all-to-all, donc c'est quand même pas mal. Sachant qu'a priori, les all-to-all, de base, ça ne scale pas, hein, donc c'est quand même bien d'avoir 20% de plus. C'est plutôt les communications point à point qui sont plus efficaces. Et là, donc là, sur les tests qu'ils présentent, alors je ne vous mets pas tous les tests, hein, encore une fois, toutes les présentations que je vous résume, là, c'est 50 minutes à chaque fois. Donc là, en quelques slides, je ne peux pas vous présenter tous les détails. Mais voilà, 18-24% suivant les tests, entre 2 et 8 nœuds en termes de scalabilité, ce qui est quand même pas mal. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont aussi optimisé les communications point à point et les réductions, donc avec PETSI notamment, donc en C, en C++, en Fortran et en Python. Et en fait, comme PETSI est utilisé dans plein d'autres programmes comme AdFlow, DAFOAM, FreeFM, MFM, Moose ou OpenFOAM, qu'on va passer régulièrement sur les listes calcul, en fait, ça améliore les performances aussi de ces programmes-là, ce qui est une bonne nouvelle. Et ils veulent aussi exploiter les DPU donc pour faire de l'augmentation de données, typiquement, quand vous voulez entraîner un modèle, au lieu que ce soit le GPU qui fasse ça et qui perde potentiellement du temps à faire ça, le DPU peut préparer les données et les augmenter à sa place. Toujours pareil, hein, faire le gros du calcul sur GPU et les petites choses annexes, bah, les reléguer à des chips qui sont un peu moins puissants, mais qui permettent au GPU de se concentrer sur la partie vraiment importante du calcul, quoi. Donc voilà pour la partie MVAPICH. Alors maintenant, je vais vous présenter deux frameworks, Rapids et Legate. Si vous programmez en Python et en C++, a priori, ça va vous faire plaisir. Donc Rapids, c'est plutôt pour faire du Python. Donc il y a plein de bibliothèques dedans, donc QGraph, QDF, QVS par exemple, à ne pas confondre avec QDAGraph, c'est pas la même chose. Donc là, typiquement, c'est pour faire de l'analyse de graphes, gérer des data frames ou faire de la recherche de vecteurs dans des bases de données vectorielles, entre autres. Et on a les gates, donc pour Python toujours et aussi C++, avec Numerix, les ML ou les IO. Et là, on va plutôt avoir du calcul
du machine learning et la gestion de formats de données, des choses comme ça. Alors, ces deux projets, ces deux frameworks sont basés tous les deux sur l'écosystème CUDA, qui lui-même est basé sur Magnum.io. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Tout ce qui est Sharpin Network Compute, c'est là-dedans. Tout ce qui est GPU Direct Storage, c'est là-dedans. Tout ce qui est RDMA, Direct RDMA, NVMe, Nickel et compagnie, tout ça, c'est là-dedans. Toutes les sorcelleries en termes d'IO, c'est là-dedans. Et du coup, vous voyez aussi que c'est plus bas niveau que CUDA. Mais du coup, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Rapids et les gates sont sur les mêmes fondations. Et en fait, on peut appeler Rapids dans les gates. Donc ça aussi, les deux peuvent se parler. C'est pour ça que je vous présente les deux aussi. Et donc, on va commencer avec Rapids et on va commencer avec QDF, donc CUDA Data Frame. Donc, si vous avez déjà joué un petit peu avec des data frames, normalement, vous voyez tout de suite que je vais parler de Panda. C'est normal. Et en fait, l'idée, le constat de QDF, c'est de dire Panda, c'est magnifique, sauf que c'est désespérément lent, c'est monothread et ça ne tourne pas sur GPU. Donc, l'idée, c'est de porter tout ça sur GPU et voir ce qu'on peut avoir comme performance avec ça. Et typiquement, ils ont des facteurs entre 10 et 100 suivant les données qu'ils ont par rapport à Panda. Donc, sachant que voilà, comme Panda n'est pas parallèle par défaut, c'est pas forcément fair play en termes de calcul parce qu'on compare vraiment un thread à un GPU. Donc voilà. Mais comme Panda n'a pas cette fonctionnalité-là, autant c'est quand même important de le souligner. Donc si on prend un exemple de Panda, donc on va lire des données, on va les faire un calcul dessus, et puis après on fait un group by, par exemple, sur ces données-là. Donc l'utilisation très classique de Panda. On a l'équivalent en QDF, où il faut juste changer l'import de Panda en import de QDF. Et après, derrière, l'API est la même. Mais effectivement, bon, il n'y a qu'un import à changer, mais on peut se dire, bah oui, mais non, moi je ne veux pas changer mon script. Mes scripts, ils sont très bien comme ils sont, je ne veux rien toucher, ça fonctionne. OK. Et ben cette année, vous pouvez faire python-mqdf.panda et mettre votre script et il va changer ça à votre place. Vous n'avez pas touché votre script. C'est juste en lançant votre script que vous pouvez changer ce qui se passe à l'intérieur. Et si vous faites du Jupyter, de la même chose, vous pouvez faire un loadex avec les fonctions magiques pour avoir un qdf.panda. Et dans votre notebook, tout va être remplacé et le back-end de QDF va être utilisé derrière Panda. Et vous allez avoir normalement des performances bien meilleures. Alors pour l'instant, il n'y a que 94% des tests unitaires de Panda qui passent. Alors c'est quand même bien, hein, c'est quand même très très bien ce qu'ils ont réussi à faire. Mais effectivement, porter des algos sur CPU, sur GPU, c'est pas potentiellement pas du tout les mêmes algos. Il n'y a pas forcément les mêmes cas compliqués à gérer. Et donc là, ils sont en train de travailler pour fixer les 6 derniers pourcents des tests un peu tordus qu'il peut y avoir dans Panda. Donc globalement, voilà, peut-être que pour de la prod, c'est peut-être pas encore tout à fait assez mûr, mais en tout cas pour jouer un petit peu avec et vous faire une idée, a priori, vous pouvez déjà foncer et jouer un petit peu avec. Ça devrait bien se passer. Et en termes de performance, on a quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du test de performance, hein. Vous aurez après, je vais vous montrer tous les détails après. Donc là, sur un join, on a plus d'un facteur 100 en termes de performance, plus d'un facteur 40 sur un groupe by, donc sur un groupe by sur beaucoup de données aussi. Un facteur 57, plus d'un facteur 57 sur un join avec un peu moins de données. Et plus d'un facteur 18 sur un groupe by aussi avec un peu moins de données. Donc voilà, ça, il y a quand même des choses, c'est quand même très puissant. Donc voilà pour la partie QDF. Alors, c'est pas complètement fini parce qu'il y a quand même des choses à faire bien. Il faut rester sur le GPU le plus possible. Donc ça rejoint tout ce que je vous ai dit avant, hein. Mais du coup, pour avoir cette caractéristique-là, il faut faire attention à la mémoire du GPU. Généralement, les GPU ont un peu moins de mémoire que ce qu'on peut avoir dans la RAM. Et si le GPU est rempli au maximum, QDF va repasser directement sur CPU. Et là, vous pouvez avoir un ralentissement qui va être assez énorme. Donc, il faut faire attention quand même à l'utilisation de la mémoire. Il ne va pas gérer ça tout seul parce que c'est très compliqué à faire. Donc faites attention si vous jouez avec, d'avoir des cas qui tiennent dans la mémoire de votre GPU. Autrement, vous n'aurez pas du tout d'amélioration en termes de performance. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Ensuite, vous avez un profileur qui est fourni avec QDF pour justement régler ce genre de problème, ou en tout cas pour les voir. Donc avec une commande, donc un from qdf.panda import profiler en Python, ou une fonction magique pour Jupyter si vous voulez jouer un petit peu avec et vous familiariser avec le truc. Ensuite, il faut faire attention à utiliser les fonctions intégrées à Panda, donc typiquement les fonctions idiomatiques, hein. Essayez de ne pas définir vous-même des fonctions, parce que même si c'est bien et que c'est possible de le faire, en fait, vous n'allez pas avoir de bonnes performances avec ça.
C'est vraiment l'API officielle de Panda qui est optimisée. Les fonctions un peu custom comme ça fonctionne, mais ça ne sera pas aussi performant que les fonctions vraiment fournies par Panda. Donc il faut faire attention avec ça. Et pour le moment, il n'y a pas de dépendance avec NumPy parce que c'est pas officiel apparemment dans Panda. Donc pour le moment, QDF a son propre back-end en termes de calcul. Ils passent pas par NumPy, ils ont leur truc parce que pour l'instant, c'est pas officiel. Quand ça sera officiel, ils vont utiliser certainement NumPy, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc vous étonnez pas s'il n'y a pas NumPy dans QDF, c'est normal. C'est juste que Panda a pas encore officialisé le fait que NumPy était un back-end de calcul. Donc pour le moment, c'est pas le cas, mais c'est pas forcément grave. Et si vous faites du Dask, vous voulez faire du calcul multi-GPU, des choses comme ça, vous avez un dask.qdf aussi pour scaler tout ça sur plusieurs GPU. Donc voilà, si vous êtes habitué à utiliser Dask, a priori, vous allez être content aussi avec QDF. Donc voilà pour la partie QDF. On va parler de recherche de vecteurs maintenant, donc des bases de données vectorielles. Donc l'idée de QVS, c'est de chercher dans des bases de données vectorielles donc où on peut à peu près mettre tout ce qu'on veut, hein, du texte, des vidéos, des molécules, enfin tout ce qu'on a envie. Donc c'est vraiment de traduire ce genre de choses en vecteur. Et ça, c'est très utilisé, par exemple, pour faire de l'augmentation de données pour les modèles, pour entraîner des modèles. Donc c'est le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Donc ça permet d'éviter au maximum les hallucinations. Donc le modèle qui vous répond à un truc qui n'a aucun sens ou aucun rapport avec le public. Et ça permet d'améliorer la précision aussi des modèles en termes de réponse. Et typiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez un modèle, vous l'entraînez avec deux données, vous avez votre modèle qui est entraîné, et une fois qu'il est entraîné, vous pouvez le spécialiser encore un petit peu avec une base de données vectorielle. C'est couramment ce qui est fait dans les entraînements, mais il faut une base de données vectorielle qui est suffisamment rapide pour entraîner ça rapidement. Et du coup, QVS, justement, est là pour ça. Et vous pouvez vous en servir en C++, en Python et en Rust. Donc, pareil, si vous avez d'autres cas d'utilisation, c'est très utilisé dans ce cas-là, mais vous pouvez vous en servir dans d'autres cas aussi. Il n'y a pas de problème pour ça. Ensuite, il y a QGraph. Donc, QGraph, l'idée, bah, c'est la même chose, c'est de faire du calcul, mais avec des graphes, donc de l'analyse de graphes plutôt, mais à échelle Internet, donc à network scale, comme dit Joe dans sa présentation. L'idée, c'est d'avoir des graphes donc, qui peuvent représenter tout ce qu'on veut, hein, des images, du texte, des molécules, des réseaux sociaux, des réseaux d'ordinateurs, des citations, des catégories de produits, peu importe. Mais l'idée, c'est de le faire à très, très, très grande échelle. Donc typiquement, c'est exploiter le, le fait que les données sont principalement creuses, avec les relations entre différents nœuds. Et quand on a des données qui sont creuses, bah, on pense tout de suite aux matrices creuses. Et quand on a des matrices creuses, on va sur des tenseurs core et ça déchire en termes de performance, comme je vous ai montré. Et donc là, sur des très gros graphes, donc des 100 000 milliards de- d'octets en termes de graphes, donc 100 terabytes et 1 trillion d'arêtes entre les nœuds, avec des features, donc des vecteurs qui font à peu près 1000, qui ont à peu près 1000 valeurs. Qu'est-ce qu'ils arrivent à obtenir comme performance? Ils ont fait des tests en se comparant au PageRank de Google, donc c'est l'algo historique de recherche de Google. Et sur plus d'1 trillion d'arêtes, ils arrivent à scaler donc sur 2048 H100 et ils ont un résultat en 19 secondes. Donc la scalabilité est quand même assez énorme. Et donc c'est un algo itératif, hein, mais du coup ils sont très très puissants et ils scalent à très très grande échelle. Et donc c'est aussi pour ça que je vous parle de QGraph, c'est que pour le coup là en termes de... Alors comme l'a dit Joe dans sa présentation, c'est 6 ans de travail hein, pour arriver jusque-là, donc c'est aussi pour ça que je vous en parle. C'est très récent, mais c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc voilà une liste des algorithmes qui sont déjà prêts dans QGraph et qui vont arriver aussi. Donc si vous voulez analyser des graphes. Et en Python, vous avez QGraph et PylipQGraph que vous pouvez utiliser. Ce sont des back-ends qui peuvent être utilisés dans DGL et dans PyG. Si vous vous en servez déjà et que vous avez des problèmes de scalabilité, bah pour le coup, vous pouvez utiliser QGraph comme back-end de ces programmes-là. Donc PyG, si je dis pas de bêtises, c'est la partie graph de PyTorch. Donc vous pouvez vous en servir. En C++, vous avez libqgraph et MTMG aussi, avec une nouvelle API qui va arriver incessamment. libqgraph C pour la partie C, si vous voulez faire du C. Et bientôt, il y aura un service. Donc vous pourrez utiliser QGraph comme un service. Alors c'est pas encore prêt, mais ça va arriver bientôt.
Et en parlant de graphes, on va parler de NetworkX. Parce que pareil, donc les graphes sont partout, hein, ça je ne vais pas vous refaire le topo de QGraph. Donc NetworkX, qui est open source, qui fait de l'analyse de graphes, donc de la connectivité, les chemins les plus courts, ce genre de choses, les choses assez classiques quand on fait de l'analyse de graphes. Et en fait, vous pouvez utiliser QGraph comme back-end de calcul de NetworkX. Donc de la même manière, si vous voulez scaler sur plein de GPU et plein de nœuds, hein, pour le coup, je ne l'ai pas dit avant, mais effectivement, quand vous scalez sur 2048 GPU, vous avez plusieurs nœuds, hein. Vous pouvez utiliser NetworkX et utiliser QGraph comme backend de NetworkX et ça scale très très bien. Alors comment ça scale? Donc là, il y a, je ne vais pas rentrer dans le détail du test, mais sur un graphe qui a plusieurs millions de nœuds et 16 millions de connexions entre les nœuds, juste en changeant le back-end de ce petit script. Donc sans changer le script, hein, toujours pareil. Bon là c'est du Python interactif, mais on peut avoir le script et juste changer le back-end à la volée avec une variable d'environnement. Vous avez les performances de NetworkX ici en violet. Et après, on compare avec deux versions de back-end de QGraph. La première, Cold, c'est une version où on crée le graphe à la volée sans avoir de cache. Donc on part de zéro et on crée le graphe sans avoir d'a priori du tout, sans avoir déjà une idée de ce qu'on veut faire. Et après, la version Warm, c'est une version où on va mettre à jour le graphe, un graphe qu'on a déjà, pour qu'il colle avec le nouveau graphe qu'on veut faire, donc pour changer le graphe dynamiquement. Et pareil, en termes de scalabilité, ça fonctionne très très bien. Donc là, un facteur 10 entre la version NetworkX et la version QGraph Cold, et un facteur 100 avec un petit peu moins d'un facteur 100, mais presque, avec la version QGraph Warm. Donc on a cette notion, et ça scale beaucoup mieux, hein, comme vous pouvez voir ici, par rapport à... Donc là, on est en log, hein, en échelle, donc ça aussi, il faut faire attention. Mais autrement, on voit rien, donc c'est pour ça que je l'ai mis en log. Et donc voilà, si vous avez des problèmes de scalabilité, pareil, avec NetworkX, où vous voulez tester des choses, ou juste un test qui, pas très gros, mais qui prend un peu de temps sur CPU, bah, essayez de jouer avec QGraph comme back-end. Donc vous, ça ne vous change rien. Vous avez la même API, mais ça vous permet d'aller plus vite derrière. Ensuite, on va parler un petit peu de mémoire avec RMM, donc le Rapid Memory Management, donc qui permet justement de gérer la mémoire dans Rapids. Alors pas dans toutes les parties de Rapids, mais une bonne partie. Alors pour régler des petites choses, quand on fait du CUDA, généralement ce qu'on a, c'est qu'on a des copies mémoire, donc host to device, donc on a des données qui sont sur CPU, on les colle sur GPU. Après, on appelle un kernel de calcul pour traiter ces données-là, et ensuite on fait un device to host, donc on est sur le GPU, on redescend sur CPU pour récupérer notre résultat. Quand on est un petit peu trop court en termes de performance, ce qu'on fait, c'est qu'on va casser nos calculs en petits morceaux et on va utiliser des streams pour faire un petit calcul à chaque fois et découper ça au maximum et augmenter le parallélisme. Ce qui fait qu'on va améliorer un petit peu le temps de calcul qu'on peut avoir derrière et ça permet de gagner du temps. Le petit problème quand on fait ça, c'est qu'il y a toujours, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, on va allouer des choses. Une fois qu'on va les allouer, on va les copier et après, on va faire le calcul, on va les recopier, on va récupérer les résultats et on va désallouer ces données. Mais en fait, en faisant ça, de manière un petit peu naïve, on va avoir une exécution qui va ressembler à ça sur des streams. Et en fait, on a des trous. Et les trous, ils viennent du fait que CUDA-free, il est sécurisé. Et donc, une fois qu'il est appelé, en fait, ça arrête le monde entier et on peut rien faire en même temps qu'un CUDA-free est appelé. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, on perd en termes d'accélération ce qu'on pourrait avoir. Et en termes d'amélioration, on améliore quand même les choses, hein, mais c'est pas aussi bien que ce qu'on pourrait avoir, ce qui est un peu embêtant. Et du coup, on peut faire mieux avec le CUDA Malloc A5 et le CUDA Free A5. Donc, ce sont des versions qui arrivent en CUDA 11.2. Donc, pareil, il faut faire attention si vous commencez à utiliser des streams et que vous n'avez pas d'amélioration de performance. C'est peut-être que vous avez un CUDA Malloc ou un CUDA Free qui traîne quelque part et que vous avez oublié. Ça arrive à tout le monde, hein. Mais avec ça, on peut avoir une utilisation qui est très efficace en termes de stream. Donc là, pour le coup, on redevient efficace et on revient dans le cas qu'on voulait avant au départ. Et on a une bonne amélioration en termes de performance. Donc tout ça pour dire que quand on a un programme, on veut pouvoir jouer un petit peu avec les allocations et les désallocations parce que bah, c'est pas forcément trivial et ça peut impacter quand même pas mal les performances à la fin. Donc on veut avoir un peu de souplesse là-dessus. Et en fait, ce qu'on peut avoir comme constat aussi, c'est de dire, bon, je veux tourner l'application A sur un GPU.
A va se dire, c'est bon, je suis sur un GPU, je suis tranquille, il n'y a que moi qui tourne, tout va bien, je peux prendre la mémoire que je veux. Vous tournez B sur le GPU, il va se dire la même chose, et vous me voyez venir. Si je veux lancer A et B sur le GPU, bah, j'ai A qui va se dire c'est bon, je peux faire ce que je veux, j'ai mes temporaires qui ont la taille que je veux, et B qui va arriver derrière et crac, on dépasse la mémoire du GPU. Et ça, c'est très embêtant parce qu'en fait, on pourrait dire, non mais quand même, bon d'accord, A est pas au courant que B allait arriver, mais B pourrait faire un effort. Ah oui, mais peut-être que B a besoin de plus de mémoire et du coup, ça coince et que A prend trop de mémoire par rapport à ce qu'il veut. En fait, globalement, ce qu'on voudrait, c'est quelque chose comme ça, c'est de dire, bon, A et B se mettent d'accord, ils utilisent de la mémoire partagée et ça marche. Et en fait, c'est pas forcément trivial à faire. Il faut avoir un allocateur qui permet d'avoir un pool de mémoire qu'on peut réutiliser entre les deux applications. Et ça, en fait, c'est pas forcément trivial à résoudre, mais ça se résout avec du design, avec un bon design sur l'application. Si par exemple j'ai mon application A qui a une interface qui est claire pour faire un allocateur qu'ils peuvent fournir eux-mêmes d'ailleurs, hein, il n'y a pas il y a pas de problème, mais qu'on peut remplacer, il n'y a pas de problème. Si B fait la même chose en ayant une interface qui est claire pour dire, voilà, je veux pouvoir fournir un allocateur, bah, vous me voyez venir, hein, on peut dire, bah, A et B utilisent le même allocateur, et l'allocateur, il sait qu'il est sur un GPU tout seul, et il va gérer la mémoire correctement. Les transferts, les choses comme ça, supprimer peut-être des transferts aussi entre A et B, parce que du coup, il est au courant que c'est les mêmes données, enfin ce genre de choses. Il y a plein d'optimisations qu'on peut faire avec ça. Et donc, c'est pour ça que RMM existe, c'est pour dire, en fait, il y a plein de cas où on a envie de gérer la mémoire de manière fine. Parce qu'on veut un pool de mémoire, parce qu'on veut de la mémoire qui est cachée, des tailles fixes, on veut faire du logging, on reporter des choses, des stats, du débugage, tracer des exécutions, gérer des fuites mémoire, faire du chiffrement, du déchiffrement, des paddings, des alignements, du prototypage. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir besoin de ça. Et du coup, il faut faire attention derrière à comment on le fait. Et donc, eux, ils fournissent une interface commune en termes d'allocation entre le host et le device. Et il y a du C++, donc les CUDA MR Memory Resource donc pour la partie séquentielle, on peut dire, et la partie CUDA MR A5 Memory Resource pour la partie asynchrone. Donc c'est très inspiré de ce qui se passe dans la bibliothèque standard. Donc voilà, normalement, si vous avez l'habitude de la bibliothèque standard, a priori, vous ne serez pas dépaysé. Et c'est déjà arrivé dans libcuda C++. Donc, si vous voyez des choses passer par rapport à ça, bah, c'est la mise à jour, en fait, c'est la mise à jour de maintenant. Donc, maintenant, on est capable aussi dans Code C++ à avoir justement l'utilisation de RMM pour avoir des allocations custom et des pools de mémoire et tout ce qui va avec. Et on peut aussi s'en servir en Python. Et typiquement, c'est un back-end d'allocateur qu'on peut avoir dans PyTorch. Et donc, pareil, si vous voulez faire communiquer PyTorch avec une autre application et que vous voulez que les deux soient sur CPU ou sur GPU et que vous voulez pas faire des transferts pour rien, et bah pour le coup, Rapids, normalement, dans RMM, vous pouvez avoir la solution à ce genre de choses. Si vous voulez que PyTorch discute avec une autre application, c'est important. Et là, pareil, c'est capital pour faire de la coopération de bibliothèque de permettre, quand on design la bibliothèque, de permettre un allocateur un peu spécialisé qui peut être personnalisé en fonction des besoins qu'on a, parce que un utilisateur qui utilise votre application va pas forcément avoir les mêmes besoins que vous en termes de scalabilité ou en termes de GPU ou en termes de calcul en général. Donc c'est bien d'ouvrir des portes toujours. Et donc, RMM est utilisé dans QDF, dans QML et dans Raft. Et en fait, les performances que je vous ai montrées dans QDF sont en partie dues à RMM derrière qui gère la mémoire très bien. Donc, il n'y a pas tout, mais il y a quand même une partie des performances qui sont dues à RMM. Donc, ça, c'était la partie rapide. Maintenant, je vais passer à Legate. Alors, le constat de Legate, c'est un peu différent. C'est un peu plus global. L'idée de Legate, c'est de dire, en fait, le problème qu'il y a, c'est que Python, c'est pas un langage. Python, c'est plein de bibliothèques qui font plein de choses et que tout le monde veut utiliser en même temps. On peut faire du NumPy, du SciPy, du Panda, du Scikit-learn, du XGBoost, du JAX, du HDF5, du ZAR, et on mélange allègrement tout ça en même temps et on veut juste que ça fonctionne. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant, on veut que ça fonctionne, d'accord, mais on veut aussi que ça fonctionne sur plein d'architectures hardware différentes. Donc des CPU, des GPU, des mix CPU, GPU, plein de CPU et de GPU différents. On peut aussi calculer dans le cloud, sur des gros calculateurs. Enfin, c'est très compliqué, il y a plein de choses à prendre en compte. Et en fait, si on se dit, bah oui, mais les développeurs de NumPy, ils ont qu'à faire l'implémentation pour tout ça et tout ira bien. Mais le problème, c'est que si les implémentations de scikit-learn, par exemple, ne sont pas les mêmes,
bah, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Et bah, pour la coopération, ça va être compliqué, comme je vous ai dit, hein. L'allocation en mémoire, en fait, ça peut être très important en termes de performance si on veut faire de la coopération. Et là, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et si on a un cas qui est comme ça, bah, clairement, c'est beaucoup trop de travail à développer et c'est impossible à maintenir. Il y a vraiment, c'est un plat de spaghettis, on peut rien faire là-dessus de manière efficace. Et donc, ce que fait Legate, c'est de dire, bah, nous, on vous propose un back-end qui est commun à tout le monde, qui est basé donc sur Legion et sur Realm. Il y a Alice qui vous en avait parlé un petit peu dans la présentation sur Python pour l'école. Et l'idée de Legate, c'est de dire, on vous fournit un back-end pour tout le monde. Vous avez QNumérique pour NumPy et SciPy, Legate DataFrame pour Panda, Legate ML pour Scikit-learn, Legate Boost pour XGBoost, Legate Jax pour Jax et Legate IO pour HDF5 et pour ZAR. Et le gros avantage de ça, c'est que tous les backends sont cohérents entre eux, toutes les allocations et les transferts de mémoire sont cohérents entre eux. Si par exemple j'alloue quelque chose avec NumPy et que je veux m'en servir dans Scikit-learn, j'aurai pas de copie, j'aurai pas de transfert si je suis sur GPU. Ça va être beaucoup plus efficace. Alors comment ça fonctionne? Comment ça scale déjà? Donc prenons un programme d'exemple où on mélange allègrement toutes ces bibliothèques-là, parce que bah, c'est ce qu'on fait, hein, au final. Donc on va faire des IO avec HDF5, on va faire un peu de NumPy, un peu de Panda, un peu de NumPy à nouveau, et puis un peu de Scikit-learn, pourquoi pas. Ça, en fait, ça va fournir plein de tâches à Legate, et on va les passer à l'intérieur du Legate Runtime. Et Legate Runtime, en fait, son travail, c'est d'extraire le plus de parallélisme possible, et une fois que ça c'est fait, on crée des graphes. Comme je vous ai montré, les graphes sur GPU, ça déchire en termes de performance. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut avoir le moins de mouvements de données possible entre toutes les tâches, le moins de synchronisation possible. Et du coup, ça permet de faire des choses extrêmement fines. Et comme maintenant, on a les coups d'agrafes qui sont très puissants pour ça, ça permet aussi d'avoir une amélioration qui est notable en termes de performance là-dessus. Et donc, si je prends l'exemple de Jax, on a l'écosystème de Jax qui ressemble à ça. Donc, tout est basé sur OpenXLA, à peu de choses près. Et ce qu'a fait Leggett, c'est de dire, OK, bah nous, on va vous fournir une interface pour que OpenXLA s'interface directement avec Leggett Runtime. Et comme ça, on peut communiquer avec Leggett Runtime et lui faire créer le graphe des exécutions qu'on veut avoir. Et ils se sont comparés en performance à PaxML et à Alpa, qui sont deux bibliothèques qui ont l'état de l'art dans ce domaine-là. Et ils ont des performances qui sont vraiment comparables. Un coup, ils sont meilleurs, un coup, ils sont moins bons, mais globalement, ils sont vraiment très, très proches de ces performances-là, en bien ou en moins bien, mais ils sont très, très proches. C'est pour ça que je ne vous fais pas de plot là-dessus, parce qu'avoir trois courbes qui sont quasiment superposées, c'est pas très visible. Et donc là, ils arrivent à scaler entre 128 et 512 GPU à 100, et ils ont des résultats qui sont très, très proches, voire des fois un petit peu meilleurs, mais pas beaucoup, hein. C'est soit un tout petit peu moins bon, soit un petit peu meilleur, mais c'est globalement très, très proche. Et ce qui est très puissant avec les gates, c'est que eux, ils font pas que du JAX, ils font beaucoup de bibliothèques, ils gèrent beaucoup de bibliothèques en même temps, donc c'est aussi un bon point pour eux. Voilà pour JAX. Pour les IO, la même chose. Donc là, je vous mets la pile pour les IO. Vous voyez au passage que HDF5 et ZAR, on peut les utiliser, mais ils sont basés tous les deux sur le GPU Direct Storage. Donc, on va potentiellement pouvoir lire des données sur GPU directement sans passer par le CPU, comme je vous ai montré la semaine dernière. Et là, pareil, c'est important d'utiliser des vrais standards open source parce qu'il n'y a que eux qui vont être supportés comme ça. C'est un boulot monstre à faire hein, quand même. Et donc, en performance, là, sur des données, donc 4 gigas de données sur ZAR, on arrive à scaler. Alors, c'est plutôt pas mal. C'est pas parfait comme scaling entre 1 et 8 GPU, mais c'est quand même plutôt pas mal. Ça scale plutôt bien et c'est mieux que la version standard bah, où on copie les données, pareil, hein, c'est toujours la même chose. Mais sur HDF5, ce qu'on peut noter, c'est que ça marche vraiment très très bien entre 1 GPU et 8 GPU. Donc là, on démarre un petit peu plus que 1 gigaoctet par seconde en transfert et on finit à 8 quand on est sur 8 GPU. Donc ça scale aussi très très bien sur HDF5. Donc pareil, hein, suivant vos goûts, prenez le format de données que vous voulez. Mais voilà, en termes de performance, ça se passe vraiment très très bien. Mais après, ce qu'on peut dire, d'accord, mais on peut se dire, mais Legate, il fait plein de choses à ma place, mais moi j'aimerais bien avoir la main des fois dessus. Si je prends par exemple ce petit programme qui va faire de la physique, qui va résoudre un petit problème en multiphysique. Donc là, on a des tableaux U, V et P qui font des calculs, enfin qui sont les résultats d'un calcul, et on a C qui va être un résultat aussi, qui va me donner une information sur ce qui se passe.
par défaut, en fait, Leggett va faire quelque chose comme ça. Il va être sur le GPU, il va rester sur le GPU, il va tout calculer à la suite sans se poser de questions et tout va bien. Mais après, on peut se dire, oui, mais en fait, moi, mon programme, je le connais et bah, en fait, j'ai pas besoin de le garder. C'est juste une information supplémentaire, mais j'en ai pas besoin pour la prochaine itération. Je peux le calculer quand j'ai envie après, c'est pas grave. Et en fait, on pourrait avoir envie de dire, bah ouais, mais moi, en fait, là-dessus, c'est plutôt ça que je veux comme exécution. Parce que c'est potentiellement, il est peut-être pas aussi bien optimisé qu'on veut pour GPU, pour faire le calcul. Et du coup, on pourrait dire, bon, bah, je calcule UVP, le gros du calcul sur GPU, et après, je fais juste ce qu'il faut pour calculer C sur CPU, et pour pas embêter les GPU avec ça, c'est peut-être pas le bon algo, c'est peut-être pas adapté, et puis j'ai peut-être pas juste besoin de l'information, hein, tout simplement. Là, en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Et donc, on voudrait avoir quelque chose comme ça. Et en fait, on peut le faire en Legate en lui disant with get machine et on peut lui dire bah là je veux que ces trois lignes-là ils soient juste exécutées sur le GPU. C'est assez élégant comme manière de faire. Et bah là c'est je veux en fait lui juste OpenMP donc CPU paralysé et comme ça on peut avoir exactement cette exécution-là et avec ce que nous dit Nsight, bah, on va avoir quelque chose comme ça typiquement où on voit tous les kernels en parallèle qui sont tournés sur le GPU et quelques kernels de temps en temps qui sont tournés sur CPU, mais quand c'est nécessaire, typiquement. Ensuite, il peut faire de la fusion de kernels. Donc, typiquement, on veut faire une multiplication matrice vecteur avec une matrice sparse, par exemple, et on fait V plus W plus T, par exemple, en entrée du vecteur. Et là, on va utiliser les gates sparse, donc qui est aussi dans les gates, hein, je ne vous l'ai pas présenté plus précisément que ça, mais il est aussi dans les gates. Et on va avoir deux additions et notre multiplication de matrices. Et on va soumettre des tâches comme ça. On peut les fusionner donc avec mlir, la version mlir donc qui dans la LVM si je dis pas de bêtises. Et une fois qu'on a ça, on a une version d'un kernel qui est fusionné, qui fait les deux additions, et après notre multiplication de matrices. Et ensuite, on passe ça à Legate Runtime qui va après lancer tout ça correctement et gérer les tâches correctement. L'avantage de faire ça, c'est qu'il n'y a pas de besoin de temporaire qu'on aurait classiquement si on fait V plus W, on aurait un temporaire, après on aurait plus T, on ferait ce calcul comme ça. Là, on n'a pas besoin d'avoir ce temporaire-là. Et on a deux lancements de kernel au lieu d'en avoir trois, ce qui est plus efficace. Il n'y a pas besoin de faire de synchronisation aussi entre les deux kernels add, parce que bah, du coup, il n'y en a qu'un. Et il n'y a pas de mouvement de données non plus qui sont nécessaires. Et avec ce genre de choses, en termes de calcul, donc là, un petit test de performance aussi, donc entre 1 et 128 GPU en termes de scalabilité, où bah, sur quelques GPU, on obtient quasiment une petite accélération, un petit facteur 1,5 quand on active la fusion de kernel sur, euh, sur les gates. Bon, après, quand il y a beaucoup de GPU, on retombe sur des performances classiques qu'on pourrait avoir si on le fait manuellement ou avec PETSI, parce qu'il le fait aussi bien. Mais voilà, il s'en sort quand même bien, il s'en sort quand même très bien. Et encore une fois, les gates, il est générique. Il ne va pas gérer qu'un seul cas, il va vraiment générer plein de bibliothèques. Donc c'est aussi bien pour quelque chose d'aussi générique d'être aussi performant. Il y a une petite parenthèse sur les gates core. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc les gates, ça a quelques années maintenant, et ils ont des grosses performances au début. Et après, ils ont des gros problèmes de performance en termes de scalabilité parce que tout est écrit en Python. Et quand on scale sur des centaines de, de nœuds, et bah, il y a un moment, Python galère pour gérer les tâches. Du coup, ce qu'ils ont fait cette année, c'est qu'ils ont tout réécrit en C++. Donc vraiment la partie, le cœur de Legate. Ce qui fait que maintenant, la pile, le logiciel ressemble à ça. Donc on a les gate core. Alors au passage, Jax se branche directement sur la partie C++, donc ça permet aussi d'aller plus vite. Et après, on a le binding Python qui est ici, où il y a QMiric, les get parse, les get IO, rapid only get, enfin tout ce que je vous ai déjà montré. Et ce qui est puissant avec cette réécriture de corps, c'est qu'on a les get STL qui arrivent, donc qui vient d'être release. Et ça fait exactement ce que vous pensez que ça fait. On peut faire du C++ à la legate, donc avec des legate STL for each ou des legate STL transform reduce, ce qui fait furieusement penser évidemment au STD for each et au STD transform reduce et au STD transform et tout ce qui va avec, ce qui est tout à fait normal parce que c'est exactement la même chose. Donc pareil, ça permet aussi de jouer avec ce genre de choses. Alors, j'ai pas encore eu le temps de jouer avec, mais c'est un truc que je vais faire aussi pour l'école, c'est jouer un petit peu avec pour voir ce que ça donne.
Et vous pouvez l'installer avec Conda, donc pour installer les gates écus numériques, typiquement, voilà, tout va bien. Alors, c'est pas complètement fini, parce que Legate peut discuter avec Nsight. Comme je vous ai dit, Legate, il fait aussi de la génération de code. Et en fait, dans Nsight, on a une vue pour ça, ce qui fait que vous avez la vue logique. Vous pouvez voir toutes les tâches de Legate qui sont en train d'être exécutées. Et il va vous dire, ah oui, mais cette tâche-là, qui n'a pas forcément un nom trivial, en fait, a été générée par rapport au calcul qui est dans votre script Python à cet endroit-là. Et donc là, pareil, c'est beaucoup plus efficace aussi. Vous pouvez raccrocher les wagons et vous dire, ah oui, mais attends, en fait, ce kernel-là, je l'ai généré de cette manière-là avec mon code à moi. Donc ça permet aussi de mieux maîtriser ce qu'on fait. Il n'y a plus les noms un peu bizarres. Enfin, il y a toujours les noms un peu bizarres, mais maintenant, on peut les relier à des choses concrètes de nos programmes à nous, ce qui est très puissant. Et après, vous avez la vue classique aussi, où vous savez qui tourne sur quoi, sur CPU, sur GPU, le réseau, tout ce qu'il y a à savoir en termes d'échange hardware. Il y a tout aussi. Mais vous avez en plus cette vue logique qui vous permet de savoir qui tourne comment et les gates s'est mis à jour cette année aussi et permet de faire ce genre de choses. Alors je vais terminer aussi avec Warp, alors qui est pas dans les gates, hein, c'est un petit en plus, mais je ne savais pas trop où le caser, donc j'en parle maintenant. Donc lui, l'idée, c'est de faire du calcul différentiel, enfin différenciable en Python. Donc l'idée, c'est de dire si j'ai un peu de physique à faire, donc des calculs en termes de corps, de particules, de contraintes, de géométrie, de force, de choses comme ça, faire des calculs facilement en Python avec ce genre de choses. Donc Warp, l'idée c'est qu'on a Core, qui est une partie qui va gérer toutes les kernels différenciables et les maths, donc géométrie et vecteurs, ce genre de choses. On a une partie simulation qui va gérer donc la mécanique qui va bien, les particules, les vêtements. Il y a même de l'USD aussi, donc pour les mèches ou des choses comme ça. C'est fait aussi pour faire du rendu, enfin pour aider, faire de la simulation pour faire du rendu, des choses comme ça. On a la partie calcul différenciable, donc avec les transferts de chaleur, la diffusion, l'élasticité, des choses comme ça. Et le petit dernier, il y a un LLM pour faire de la génération de code et pour répondre à des questions sur la doc ou des choses comme ça. Donc voilà, ils ont fait un petit gadget comme ça, en plus dans Warp. Et donc un kernel Warp, ça ressemble à ça. Donc c'est un peu verbeux, mais pas trop. Donc il faut quand même dire quel type on doit utiliser, enfin ce genre de choses. En entrée, par exemple, on dit que c'est un kernel et après il va se débrouiller pour faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ce qui est puissant avec Warp, c'est qu'on peut l'utiliser à travers PyTorch, JAX, NumPy ou NanoVDB. Donc il est interopérable et ça peut aussi dépanner si vous avez des choses. Typiquement, ils s'en servent pour faire de l'entraînement sur des modèles pour qu'ils apprennent de la physique avec de la vraie physique, du coup, des vraies physiques en termes de balles qui rebondissent ou des choses comme ça. Et ils peuvent l'interfacer avec PyTorch pour faire ce genre de choses directement à la volée, ce qui peut être, ce qui est assez rigolo. Et vous pouvez l'installer avec un pip install Wraplang si vous voulez jouer avec. Pour le coup, voilà. Donc, si je fais un petit résumé des backends que je vous ai présentés, il y a les gates en C++ sur un Python qui va plutôt utiliser donc, ces bibliothèques-là. On a Rapids qui va plutôt utiliser celle-là, donc avec Parquet aussi qui se rajoute là-dedans. Et Qtlas qui va être un backend potentiel de PyTorch. Alors, je ne vous ai pas mis RMM avec Rapids parce que pour le coup, lui, il ne fait pas de calcul, il fait vraiment que de la gestion de mémoire. Mais techniquement, il y a un petit pont entre Rapids et PyTorch avec RMM, mais ce n'est pas du calcul. Et Warp qui permet aussi qui s'interface avec NumPy, JAX et PyTorch. Donc, il se passe quand même, voilà, il se passe quand même pas mal de choses. Et pour finir, on va parler un petit peu de design et de simulation de chips. Donc, les chips, comme vous avez remarqué, hein, sont de plus en plus complexes. C'est de plus en plus galère à faire. Et il faut à peu près 16 mois pour produire un chip complètement, du début à la fin. Et dans ces 16 mois, en fait, il faut rien que 3 mois pour le fabriquer et faire tous les tests en réel, ce qui est très long. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que bah, les chips sont de plus en plus complexes. Et par contre, ils arrivent à maintenir, tous les 2 ans, ils arrivent à sortir un nouveau chip, hein, ce qui est quand même très très fort. Alors comment ils arrivent à faire ça? Alors déjà, il y a énormément de simulations qui sont faites pour ça, parce que bah, c'est très complexe et il faut trouver le maximum de problèmes le plus vite possible. Et pour ça, ils accélèrent au maximum la simulation. Et ils utilisent allègrement des architectures qu'ils ont déjà sorties pour accélérer la simulation de la prochaine architecture. Typiquement, Blackwell
à bénéficier des architectures Hopper pour être accéléré, ce genre de choses. Mais l'avantage d'accélérer la simulation, c'est qu'après, on peut dire, OK, mais on peut faire une simulation qui est plus précise, on peut faire plus de tests, et du coup, au maximum, trouver le plus de bugs avant de vraiment de créer le chip en vrai et de faire des tests en vrai. Ça gagne quand même du temps. Mais après, le problème, c'est que les logs en termes d'erreurs sont gigantesques, comme c'est très complexe, et en fait, c'est très difficile à interpréter, parce qu'il y a énormément d'informations. Donc en fait, pour régler ce petit problème, alors régler, j'y vais un peu fort, c'est pas complètement réglé, il ne faut pas exagérer, mais ils ont développé un petit assistant à la Copilot. Et alors, cet assistant, en fait, l'idée, alors c'est pas qu'il trouve la solution, hein, il trouve pas la solution, faut pas exagérer, il n'est pas là pour ça. Lui, son but, c'est juste d'aiguiller l'ingénieur et lui dire, en fait, le problème, il doit être là, peut-être. Et alors ça marche pas toujours, hein, clairement, ça marche pas tout le temps, c'est clair. Mais quand ça fonctionne, en fait, au lieu de mettre 2 jours à trouver où est le problème, ils mettent à peu près 10 minutes. Parce qu'en fait, si le copilote il dit bah voilà le problème doit être là et qu'en fait il a raison, en fait c'est l'ingénieur c'est assez rapide pour lui de vérifier s'il a vraiment raison. Bon après il n'a pas résolu le problème. Après c'est à l'ingénieur de trouver la solution et de dire comment est-ce qu'on résout ce problème. Mais rien que trouver d'où vient le problème, c'est gagner un temps fou. Donc c'est typiquement aussi pour ça qu'ils arrivent à aller à cette vitesse-là. Mais voilà, c'est le copilote, il remplace pas l'ingénieur, hein. Il l'aide à aller plus vite sur certains trucs, mais c'est pas lui qui va lui donner la solution. Faut quand même pas exagérer. Et donc pour conclure, les centres de calcul deviennent des chips, ce qui est d'un côté c'est bien parce que ça consomme beaucoup moins, mais d'un autre côté, bah, il faut utiliser vraiment efficacement le hardware et ça c'est difficile. Et donc c'est pas trivial du tout et il faut faire attention. La bonne nouvelle, c'est que le travail a été fait pour pas mal de standards. Donc, si vous faites du NumPy, du SciPy, du Panda, du Scikit-learn, du XGBoost, du JAX, du HDF5, du Parquet ou du ZAR, a priori, vous avez des choses qui existent pour vous aider à utiliser efficacement le hardware. Alors, il ne faut pas non plus se reposer complètement là-dessus. Il faut faire attention derrière en termes de design et des choses comme ça, comme je vous ai montré avec RMM. Mais ça permet de régler pas mal de problèmes. Et on peut scaler sur des CPU, des GPU et jusqu'à un centre de calcul complet. Donc ça aussi, c'est pratique. Alors pourquoi ils font ça? Bah, c'est très simple. Nvidia veut vendre du hardware, hein, donc voilà, c'est de bonne guerre. Mais ce ne sont pas les seuls. Intel aussi fait ça avec des PNP et la communauté open source aussi fait des choses, hein, donc ce n'est pas les seuls, mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont pas mal en avance, mais c'est loin d'être les seuls. La bonne nouvelle, c'est qu'on doit utiliser des standards, mais en fait, je pense que l'immense majorité d'entre vous utilisent déjà ces paquets-là et utilisent déjà ces choses-là. Donc a priori, bah, continuez en fait. C'est bien parti pour qu'on continue à faire ce genre de choses. Et pour finir, donc voyez là un lien vers un gros résumé de toutes les notes que j'ai prises pendant la GTC. Et comme Sébastien me l'avait demandé l'année dernière, on va passer un petit peu à travers ça. Donc là, vous avez le début, donc le catalogue des présentations ici. Donc il y a 1080 présentations, j'en ai vu 90. Et donc là, vous voyez des notes donc sur les keynotes, par exemple, ici. Là, on a la partie hardware, donc avec bah, Thomas Schutless, là, je vous avais présenté la semaine dernière, avec des notes aussi pareilles sur la partie hardware. Vous avez la partie HPC ici, pareil, avec toutes les présentations que j'ai vues là-dessus. Et vous avez les slides aussi quand je les ai. Elles ne sont pas toutes disponibles sur toutes les présentations, mais dès que je les ai, je les mets. La partie HPC, donc avec QDF, par exemple, qu'on voit ici. Là, on a du Magnum IO. Enfin, il y a énormément de choses. Bah, je vais aller jusqu'en bas, tiens, tant qu'on y est. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. La partie calcul, apprentissage automatique aussi, il y a beaucoup de choses. Alors, des fois, il y a pas les vidéos, hein, ça arrive. Il y a une table ronde aussi qui doit être quelque part par là. Bah, elle est là, voilà. Ça, c'est une table ronde d'1 heure qui a été faite avec les 7 personnes du papier originel Attention is all you need. Cette présentation est géniale. Il n'y a pas le huitième parce qu'il n'avait pas pu venir, mais bon, c'est animé par Jensen. Donc voilà, si ça vous intéresse, jetez un œil parce que c'est vraiment bien. Et en termes de calcul ici, donc pareil, en termes de simulation, il y a eu pas mal de choses de faites aussi. En termes de calcul quantique, j'en ai pas parlé, mais il y a des choses aussi. En termes de cybersécurité, j'en ai pas parlé, mais il y a des choses aussi. Et ils utilisent QGraph aussi, mais bon, j'ai pas le temps de parler de tout, hein, évidemment. Il y a beaucoup, beaucoup trop de choses. Sachant que c'est tout le temps des présentations de 50 minutes quasiment. Et aussi pour faire du rendu, des choses comme ça, il y a aussi des petites choses qui sont disponibles là-dedans. Et donc voilà. Et donc sur ce, bah, je vous remercie de votre attention et je réponds aux questions si vous en avez.
Je vois que Vincent a réagi sur les fautes 4. En plus, c'est marrant que tu réagisses comme ça parce que je t'ai un peu envoyé l'information en avant-première. Je t'ai envoyé l'article qui discute de ça aussi. Mais bon. Ah ouais, non, ouais, y a pas de Julia cette année. Ouais, ouais, j'ai pas fait la blague sur la FP3, mais effectivement, il y a un moment, ça va finir par se voir. Ah non, c'est pas du tout transparent, les tensor cores. C'est des trucs dédiés dans tes kernels et tout, hein. C'est, si tu utilises bibliothèque au niveau qui utilise pour toi, c'est bien, mais dans le code CUDA, non, c'est une horreur. Ah oui, 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 effectivement. Du coup, tu réponds à quelle question là? Ah oui, d'accord, ok. Oui, oui, effectivement. C'est pour ça, c'est toujours mieux de passer par une vraie bibliothèque qui fait ça à votre place. À gérer à la main, c'est pas du tout une bonne idée. Et oui, oui, Nat, oui, c'est bien une tonne 5. C'est bien une tonne 5 un rack. Ça, il y a pas de souci. Bon, Dimitri qui nous dit abordable sauf le prix. Le prix est pas si abordable que ça, hein. Enfin, après, ça dépend où tu travailles, mais pour nous, il va falloir qu'on attende un petit peu. Nat qui nous dit est-ce qu'il fusionne l'éternel Leggett utilisé depuis C++? Alors, normalement, c'est censé être possible. Alors, j'ai pas encore pu jouer avec. Je peux pas te dire de manière certaine s'il le fait, mais normalement, c'est censé être possible. Voilà, avec Cublas, c'est transparent, exactement. Exactement, Samuel. Si tu utilises les tensor core dans Cublas ou dans les autres bibliothèques que je vous ai montrées, même Qtlas, hein, essaie d'utiliser les tensor core. Là, c'est transparent. Enfin, c'est eux qui se tapent le boulot à ta place, en fait. Donc, oui, oui. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, comme les tenseur core, ils ont énormément d'unités de calcul, il faut aussi avoir des matrices qui sont assez grandes, parce qu'autrement, on va les sous-utiliser, ce qui n'est pas forcément, c'est pas ce qui est pas forcément ce qu'on veut. Voilà, cette année, plein de bonnes nouvelles. Si vous faites du Python, normalement, en termes de calcul, vous devriez être content. Donc après, il y a beaucoup plus de détails dans les notes, hein, si vous voulez plus d'informations. Alors Samuel qui nous dit, quelqu'un a déjà montré la diff de perf entre Python plus lib et CUDA natif. Oui, bon, on le fait régulièrement. Après, il faut le faire de manière faire, c'est ça qui est un peu compliqué, mais c'est typiquement ce qu'on va faire à l'école. Donc oui, oui, il y a eu des gros progrès, il y a eu des gros progrès par là. Après, ça dépend quelle bibliothèque tu utilises. Si tu utilises un truc plutôt à la PyTorch ou plutôt à la Legate ou plutôt à la QPy ou des choses comme ça, c'est pas, pas tout à fait les mêmes perfs à chaque fois. Et puis, il faut pas se rater aussi, c'est ça. En fait, plus tu utilises quelque chose de haut niveau et plus il va mâcher le travail, mais il faut qu'il s'en sorte. Et après, pareil, en CUDA, bah, faut aussi écrire les choses de manière efficace. Donc, pareil, suivant ce que tu as comme la main là-dessus, ça dépend. En fait, ça dépend beaucoup de qui implémente. Mais globalement, les tests qu'on avait fait là pour Grayscott, on a des performances qui sont relativement cohérentes. Enfin, on n'est pas très très loin entre Python et CUDA. Mais après, il faudrait qu'on refasse les tests pour cette année, parce que du coup, voilà, là, on a les tests de l'année dernière, c'est déjà pas mal. Mais cette année, comme il y a CUDA 12.4 qui sort, il y a des choses en plus. Faudrait refaire tous les tests. Mais oui, il faut les faire régulièrement, ces tests-là, parce que très très vite, ça devient faux. Mais oui, le plus simple, c'est d'exprimer le plus possible vos calculs en termes de produits de matrice. Et comme ça, derrière, vous allez vraiment très très vite et sur tout type de matériel en plus. Le design, c'est important. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. On jouera avec des choses pendant l'école. Donc comme ça, vous pourrez vous faire une idée plus précise. Là, c'est Florian qui dit merci. Commence à y avoir des merci, il faut s'arrêter. Ok, Vincent qui dit merci aussi. Bon, et bah merci d'avoir suivi le webinaire. Donc vous avez toutes les informations en ligne si vous voulez aller plus loin dans certains cas, parce que j'ai survolé vraiment quelques présentations, hein. J'ai pas pu vous présenter les 90 parce que c'est 90 présentations de 50 minutes à chaque fois. Je crois qu'il y en a peut-être que 3 qui font 20 minutes. Donc voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. On va vous montrer des petites choses rigolotes aussi à l'école. Et, euh, et donc à l'école, je le dis à chaque fois, mais on vous offre le repas de midi aussi. Et à Annecy, donc les bus seront gratuits aussi pendant l'école. Que voilà, aussi, c'est une information à prendre en compte. Voilà, et Marie le dit, n'oubliez pas de vous inscrire. N'oubliez pas de vous inscrire à l'école, même si vous regardez sur YouTube, comme ça, nous, après, on peut quand on présente le projet, parce qu'on doit rendre des comptes, hein, au moins on peut dire, voilà, il y avait tant de personnes inscrites. C'est important aussi qu'on puisse avoir l'information. Eh ben merci et merci à tous et bonne journée. Et on se voit à l'école.